On est en tout cas voilà, très content de vous accueillir ce soir. On vous souhaite une excellente soirée et en quelques mots, l'idée c'est de poser quelques questions à nos auteurs, approfondir l'univers et puis on a prévu une petite lecture à voix haute, on ne se refuse rien. Les habituelles questions du public, sans spoil si c'est possible. Il y a longtemps on a eu un cas de figure, mais c'était pour une soirée polar où la personne posait la question, elle avait dit le mec est mort à la fin du bouquin, est-ce que vous allez le faire revenir après? Bon, ça va un peu plomber l'ambiance, donc on va éviter. En tout cas voilà, une très bonne soirée à toutes et à tous, et puis ma collègue Myriam qui va pouvoir introduire la première rafale de questions. Merci Mathieu. Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir donc, pour cette soirée de l'imaginaire qui s'annonce très plaisante pour ce soir. Je suis très contente aussi de recevoir Stéphane et Fabien qui ont été pour moi donc aussi deux beaux coups de cœur. Et je vais commencer donc avec mon collègue Mathieu, on va commencer par une petite série de questions afin de faire connaissance avec vous. Et donc la première question que je vais poser ce soir, ça serait donc de savoir un petit peu quel est votre premier flirt avec l'imaginaire. On veut savoir, donc n'hésitez pas un petit peu voilà, à répondre, à prendre le temps. La princesse Léa. Moi c'était la petite maison dans la prairie, j'avoue. Vas-y, je te laisse débuter. Premier souvenir, première image marquante avec les littératures de l'imaginaire. L'imaginaire ou les littératures de l'imaginaire? Parce que finalement, le premier contact, c'était l'imaginaire en général. L'imaginaire en général, oui. Votre premier souvenir qui Ben, remonte moi, je dirais que c'était en Inde. J'ai vécu en Inde entre mes 4 et mes 6 ans quand je suis tombé sur les petites bandes dessinées indiennes de mythologie hindoue qui reprenaient l'histoire du Ramayana, du Mahabharata et des multiples avatars animaux délirants de Vishnu qui ont été un premier contact avec le mythe. Et puis il y a eu, en rentrant en Belgique, les dessins animés dont la bataille des planètes. Quelqu'un a connu la Force G. Oui. Et voilà, mais j'aimais beaucoup. Et puis Capitaine Flamme, qui m'a aussi beaucoup fait vibrer. Et puis plonger dans les mythologies toujours. Je racontais, j'étais fasciné par l'Iliade que je re-racontais à ma manière sur des cassettes en brodant. Et en fait, ce faisant, je faisais ce que faisaient tous les Aèdes. En fait, hein, c'est broder à partir du même type, enfin, du même thème. Donc voilà, j'avais déjà un peu chopé l'idée. Alors moi, un peu tardivement, en fait, j'ai aussi à travers les dessins animés d'abord. Et puis vers 11 ans, en vacances, j'ai un copain qui m'a fait lire un Van Vogt qui était La faune de l'espace. Et je trouvais ça super bien et je commençais à lire un peu de science-fiction. Donc j'ai lu tous les Van Vogt. Et après, je suis tombé par hasard, j'étais en vacances, je devais avoir 14-15 ans, j'étais en vacances à Nice, je me souviens. Et je regardais les bouquins, puis il y en avait un, c'était Le Seigneur des Anneaux, un truc comme ça, une couverture pas terrible. Mais pour une fois ça changeait, parce que Van Vogt il faisait beaucoup de science-fiction, et là c'était plutôt médiéval, et moi j'aimais bien le médiéval, alors je me suis laissé tenter. J'ai commencé à lire les quelques premières pages, je trouvais ça un peu terrible. Alors je passais les premières pages, puis là c'est devenu prenant, c'est devenu passionnant, c'est devenu, on était en vacances, c'était l'été, il faisait super beau, tout le monde était à la plage, moi j'étais à l'hôtel, et je lisais, dès que j'ai eu fini le premier tome, je suis allé chercher le deuxième à la librairie, j'ai lu, le troisième, j'ai lu, donc j'ai passé mes vacances dans la chambre d'hôtel, au grand désespoir de mes parents. Et quand je suis rentré chez moi, alors à cette époque-là, je lisais un magazine parce que j'étais aussi féru de jeux. Et je lisais un magazine qui s'appelait Jeux et Stratégie à l'époque. Il y avait des jeux en encart, il y avait toutes sortes de petits jeux. Ils parlaient d'un phénomène nouveau qui était le jeu de rôle. Et ils évoquaient l'un des pionniers du jeu de rôle, donc Gary Gygax et Donjons et Dragons. À l'époque, il y avait des traductions pirates qui circulaient dans mon lycée. Et c'était l'époque des premières éditions de Donjons et Dragons de base, et voilà, je me suis fourni, j'ai récupéré les éditions pirates et j'ai refait toute l'aventure du Seigneur des Anneaux à mes copains en tant que maître de jeu. Et donc, voilà, j'avais fait tout ça. Alors j'avais mes camarades hobbits là, j'avais un elfe, un ranger, et hop, ils ont fait vachement mieux que les originaux. Mais voilà, donc c'était le début, et franchement, c'est vrai que ça m'a passionné,
Et à partir de là, j'ai eu du mal à concevoir la littérature autrement que par le biais de l'imaginaire. J'ai un grand respect pour les gens qui font de la littérature du quotidien, de la littérature intimiste, personnelle. J'ai un grand respect pour eux, il n'y a pas de souci. Mais de mon goût, moi j'aime que ça m'emporte, que ça soit une sorte de rêve éveillé, en quelque sorte. Et voilà, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de rêver, et j'ai besoin de lire. Ça va avec pour moi. Ah, je voudrais compléter en racontant à peu près les mêmes épisodes que Fabien, mais dans mon monde alternatif. Hein, moi. C'est vrai que j'ai découvert aussi via la BD beaucoup à la fin de mon enfance, via Torgal notamment, qui m'ont beaucoup fait rêver. Il y a eu le choc de Dune, que j'ai lu vers 14 ans, qui m'a emporté, qui est un bouquin que je relirai toute ma vie également. Terriblement ri. Et alors, le Seigneur des Anneaux. Parce que moi aussi, j'ai rencontré le Seigneur des Anneaux à peu près au même âge. Alors moi, j'étais pas en vacances, en fait. Moi, c'était moins drôle, je m'étais fait casser la gueule, en fait. Il y avait un gars dans la classe qui était un petit peu le jeune premier, qui racontait plein de blagues, les filles aimaient bien, ce qui était drôle, il était beau. Et puis un jour, il s'est un peu moqué du gars qu'il fallait pas. On n'aime pas ces gens-là. Voilà. Et bon, il s'est moqué du gars qu'il fallait pas, il s'est fait attendre à la sortie, ils étaient 5 contre 1, je suis intervenu. Quand je suis intervenu, la grande gueule en question, il s'est barré vite fait. Je me suis retrouvé seul avec les gars. J'ai fini avec 2 belles grosses poches sous les yeux et un nez cassé. Et puis, j'ai eu heureusement le Seigneur des Anneaux qui m'est tombé dans les mains. Donc pendant 2 semaines, j'ai dévoré le Seigneur des Anneaux. Et effectivement, ma première sortie avec mes poches sous les yeux, c'était pour aller en librairie chercher le tome 2. Il fallait impérativement que je lise la suite très très vite. Et alors également, j'ai découvert, d'ailleurs c'était un peu avant, j'ai découvert le jeu de rôle. Alors là, c'était marrant aussi parce que là, c'était pas encore les éditions Pirates. C'est mon grand cousin, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et d'ailleurs, j'ai d'ailleurs dû attendre l'âge de 30 ans pour me rendre compte qu'il avait un cheveu sur la langue, parce que comme il avait une grosse aura, c'était un gros balai, je ne remarquais pas son cheveu sur la langue, très mignon d'ailleurs. Enfin, il avait découvert Donjons et Dragons, et il avait décidé, il passait une semaine chez nous avec son frère et mon frère, forcément, il avait décidé de nous faire jouer à Donjons et Dragons. Alors le truc, c'est qu'il c'était magique, parce qu'il ne se souvenait plus vraiment des règles, et il avait que des D6 sous la main, mais c'était pas grave. Et donc on était naufragés, on est tombé sur une île. Dans cette île, il y avait une ville et puis une forêt enchantée dans laquelle il fallait surtout pas aller. Et puis dans la ville, il y avait à peu près 4 types de personnages derrière les maisons. Des mages chaotiques, des mages loyaux, des guerriers chaotiques, des guerriers loyaux. Éventuellement des voleurs. C'était assez binaire. Les combats se réglaient de la façon suivante. Il disait lance un des 6, si tu fais 6, tu lui coupes la tête. Ça met de l'ambiance. C'est comme ça que mon petit frère a coupé les 7 têtes de l'hydre avec un bol de cocu. Je dis jalouse. Mais c'était magique. Et finalement, le jeu de rôle, il n'en faut pas beaucoup parfois pour créer la magie. C'est évasif. Fabien, tu disais tout à l'heure le fait d'être emporté. Si tous les deux, aujourd'hui, on vous dit de tous les bouquins que vous avez pu lire, s'il y a un personnage que vous avez croisé et qui serait pour vous à sauver, qui vous a particulièrement marqué, lequel et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce personnage? Le faire arriver en vrai Non, s'il y a un personnage que tu as rencontré dans un bouquin, et ce serait celui entre tous, voilà, qui t'a vraiment marqué, et qui peut peut-être même avoir encore une résonance dans ce que tu peux lire, écrire ou n'importe, et que tu as gardé en tête, et qui voilà, a laissé une forte empreinte. Ah, moi je sais, mais en même temps c'est pas hyper intéressant ou glamour, mais moi mon livre, ma série préférée entre toutes, c'est Les Princes d'Ambre de Zelazny. Parce qu'il y a tout dans cette série et franchement je l'adore, mais profondément j'adore les histoires, l'imaginaire, les univers qui sont intégrés dedans, ces relations familiales qu'on sent et qui sont au cœur finalement de toute la tension narrative de ces livres. Et donc le héros principal c'est Corwin de la première saison, et c'est vrai que Corwin d'Ambre c'est une sorte de bâtard quand même. Voilà. Ou l'inverse, plutôt l'inverse, hein, il faut bien l'admettre. Mais le bâtard prend aussi ses sources un peu ailleurs, mais Corwin reste mon héros favori, je crois. Mais c'est pas, effectivement, ça n'a rien de très original ou autre. Je pense que ça va être plus humaniste par là. Bon, c'est difficile de faire un choix devant tant de personnages, surtout que la question est assez générale, c'est pas celui auquel tu t'identifies ou celui qui t'a le plus touché, mais j'ai envie de dire Sam, dans Le Seigneur des Anneaux, parce que j'aime beaucoup les personnages humbles, qui ont un héroïsme authentique, c'est-à-dire pas l'héroïsme de
j'affronte le dragon parce que je peux affronter le dragon et que j'ai le pouvoir de le faire, mais l'héroïsme du je le fais parce qu'il faut que quelqu'un le fasse, parce que je ne supporterai pas de ne pas le faire, parce qu'il faut que ça soit fait humainement. Ce ne serait pas juste que ça ne soit pas fait. Alors je ne sais pas si je peux le faire, mais je ne peux pas faire autrement que d'essayer. C'est l'héroïsme qui me touche moi personnellement, et c'est celui que j'ai envie de mettre en scène dans mes livres. Typiquement, ces questions-là, c'est pour avoir ces belles réponses. Voilà, exactement. Alors, on vient de voir donc, le personnage qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a un livre aussi, enfin, je pense qu'on a tous un livre qui nous marque. Tout à l'heure, tu parlais de l'Iliade. Est-ce que vous pouvez nous parler voilà, du livre de chevet, celui qui vous suit partout? Si, je ne sais pas, si la fin du monde arrive, il y a un livre à sauver, ce serait lequel? La Bible, voyez. Enfin, l'Apocalypse, en tout cas. Voilà. Moi, j'ai déjà répondu, alors je réponds. Je reste sur mes princes d'ambre qui sont pour moi le summum de l'originalité en création d'univers. C'est le miroir de la création littéraire en plus, ce livre, avec cette marelle, ce centre du pouvoir qui est le centre aussi de la création. Je ne sais pas si vous connaissez Ambre, mais pour obtenir les pouvoirs d'Ambre, il faut traverser un symbole de pouvoir. Et plus on avance sur ce symbole de pouvoir, plus ça devient difficile d'atteindre le centre. C'est une sorte de pattern en anglais, une marelle. Et ça représente pour moi l'acte de l'écriture. Une écriture qui, c'est facile d'écrire un petit peu. Avoir commencé à construire un livre entier, c'est déjà plus difficile. Construire un univers, ça le devient de plus en plus. Construire une série, c'est de plus en plus difficile. Il faut toujours être vraiment attentif à tout ce qu'on écrit. On revient sans cesse. Et si on arrive au centre, eh ben, que se passe-t-il? Là, on obtient finalement tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'on devient vraiment créateur. On peut aller partout dans l'univers. Et ben, la marelle d'Ambre, c'est ça. Quand on arrive au centre, on peut aller partout. On peut tout faire, on peut tout réaliser, on peut tout trouver. Et ben, c'est le symbole même de l'écriture. Et pour moi, ce livre, cette série est vraiment, vraiment forte. On a l'impression, comme ça, que ce sont des héros, que c'est effectivement peut-être relativement, entre guillemets, superficiel. Mais quand on va creuser, quand on va chercher ce qu'il y a en dessous, ben, il y a une vraie grande profondeur, une vraie réflexion, une vraie humanité, une réflexion également sur l'histoire, sur le long terme, sur les relations familiales, il y a... Waouh! Grand respect, là, c'est vraiment fabuleux cette série. Ouais. Bon, c'est difficile parce qu'il y en a quelques-uns, hein, les livres que j'ai relus et que je relirai sans doute encore. J'ai envie de dire Dune, parce qu'il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, le côté anthropologique est très poussé, la construction sociale est très poussée. C'est vraiment de la science-fiction qui imagine des sociétés, qui imagine aussi une pensée magique, une religiosité. C'est des choses qui me parlent beaucoup. Et puis il y a ces rivalités féodales au début qui sont quand même fascinantes aussi. Mais bon, je dis Dune, je pourrais en dire d'autres, je pourrais en citer 4 ou 5 autres. J'aimerais La balade de la mer salée, une bande dessinée de premier Corto Maltese. C'est aussi un de mes tout grands romans en fait. Parce que c'est une belle histoire humaine aussi, qui parle aussi d'héroïsme, où les gens ne sont pas forcément dans le même camp, où les gens choisissent parfois leur mort pour être en accord avec leurs idées, ou pas. C'est très chouette. Quelqu'un a lu Corto Maltese? Est-ce qu'il y a un lieu que vous avez visité, un voyage que vous avez fait, qui vous a particulièrement marqué, qui a influencé vos univers? Je te ferai un délai. Il y en a quelques-uns, mais forcément pour moi il y a mon séjour en Inde quand j'étais enfant. Je suis arrivé en Inde à l'âge de 4 ans, je suis reparti à l'âge de 6 ans. J'ai pas de souvenirs avant l'Inde, mes premiers souvenirs sont en Inde. Alors ça a évidemment fort marqué mon enfance. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à me réacclimater à l'Europe après. J'ai été froid et
puis bon, ça m'a plongé dans la mythologie indienne évidemment, mais ça m'a aussi profondément gommé toute notion de couleur de peau. Ça m'a inculqué l'idée que la réaction naturelle devant quelqu'un de différent est l'émerveillement. Que toute autre réaction est une réaction faussée, biaisée, et que d'ailleurs dans le reste du monde, à part l'Europe, où on a le sentiment d'être stupide, d'être une race dominante peut-être, ou un vieux fond de ça, la réaction naturelle devant une couleur de peau différente, devant la différence tout court, est l'émerveillement, est la curiosité. Et puis tous les voyages que j'ai pu faire depuis, bon, ils ne sont pas extrêmement nombreux pour qu'il y ait un peu bourlingué, mais c'est... excuse-moi, private joke. Mais ils m'ont tous appris quelque chose et ça m'a fort marqué dans la façon de rendre un monde médiéval. Donc j'ai fait des études d'histoire, donc c'était très intéressant, c'était très instructif à plein de niveaux, spécialité Moyen-Âge, etc., très chouette. Mais il n'y a rien à faire, se rendre dans une société traditionnelle et visiter un village est une des meilleures manières d'appréhender ce que ça doit être un monde médiéval. Quand tu as eu 6 ou 7 petits frères et sœurs dont peut-être la moitié sont morts en bas âge, quand tout le monde vit dans la même pièce, que les matelas sont au mur et qu'on les couche au sol pour dormir, quand il n'y a pas spécialement d'intimité, quand les gens font leurs besoins dans leur champ, que même les toilettes c'est pas quelque chose de pudique, qu'on se lave dans la rivière, qu'on peut mourir du jour au lendemain, qu'on n'a pas la même notion de la vie et de la mort, on n'a pas la même notion de l'importance de sa propre vie finalement. Aller au Congo un peu après la guerre, bosser avec des ONG, avoir un conducteur sous qui roule tout droit sur les ornières, se prendre le capot qui se relève dans le pare-brise à la dernière minute, se faire des frayeurs et rigoler parce que finalement au bout d'une semaine tu es acclimaté à relativiser l'idée de ta propre vie et de ta propre mort et tu ne te donnes plus la même importance parce que tu fais comme eux. Je trouve que c'est des notions importantes et voilà, j'ai surtout envie dans l'écriture, dans la création d'un monde imaginaire, une société traditionnelle, d'un monde médiéval, de ne pas tomber dans le piège de projeter notre réalité du XXe siècle dedans. J'ai vraiment envie d'essayer de retrouver la mentalité d'un homme de l'époque. Et parmi les choses marquantes, il y a ça. Il y a le rapport à la vie, à la mort, l'absence de technologie, le rapport différent au corps, à l'intimité, etc. Oui, moi, ce sont mes voyages dans le temps qui m'ont beaucoup marqué, mais je ne peux pas vraiment vous en parler, parce que voilà, je n'ai pas le droit. Moi aussi, je suis assez proche de ce que tu dis, puisque moi aussi j'ai vécu loin, plusieurs années en Guyane ou en Afrique, qui m'ont marqué de ce point de vue-là, mais qui par contre qui ne ressortent, mais pour l'instant en tout cas pas du tout dans mes romans. Alors oui, par contre, oui, les voyages en Europe, forcément, quand je vais placer mes personnages à Bruges, je connais bien Bruges, j'adore Bruges. Quand je vais plus tard les placer en Italie, voilà, je connais bien aussi l'Italie, et ça va être un plaisir aussi de les placer là. Le Paris du 19e siècle, je le connais parce qu'il est encore présent dans le centre-ville de Paris, et puis par mes études et autres, bien sûr. Donc j'apprécie de les mettre dans des lieux qui éveillent quelque chose en moi, et c'est beaucoup plus facile, effectivement, de parler d'un endroit qu'on a aimé, et de placer ces personnages dans un endroit qu'on apprécie et qui éveille en nous des sentiments, parce qu'on va avoir évidemment beaucoup plus de facilité à faire passer ces sentiments à travers les mots, les descriptions ou les sensations qu'on essaye d'éveiller chez le lecteur. Ça va là? C'est parfait. Alors du coup, on vient de parler un petit peu de vos influences, de vos goûts de lecture, voilà, les lieux qui vous ont touché, qui vous ont marqué, les univers qui vous ont touché. En tant que lecteur, il y a eu un passage donc, de lecteur à auteur. Vous avez fait le premier pas. Comment ça s'est passé? J'aimerais bien que vous nous expliquiez voilà, la première fois que vous avez couché des mots sur le papier. On a dit qu'on ne se refusait rien, on l'a dit. Et du coup, voilà, si vous avez des petites anecdotes à nous raconter sur ces premières fois. Et comment ça se passe? Comment voilà, de lecteur, on devient auteur? Moi, c'est arrivé suite à un tragique accident qui m'est arrivé vers l'âge de 6 ou 7 ans. J'ai appris à lire. J'ai instantanément eu besoin d'écrire aussi.
Voilà, j'ai lu très vite, beaucoup, plein, dévalisé une bibliothèque. Alors, il y a la notion d'ennui, je crois, qui est fondamentale. C'est qu'en Inde, je me suis à un moment beaucoup ennuyé. Je suis allé un peu à l'école avec des bonnes sœurs traumatisantes, je vous raconterai une autre fois. Mais j'ai passé des longues heures à dessiner. Je dessinais beaucoup pour m'occuper. L'ennui est source de création. Et puis quand je suis rentré, je ne me suis pas acclimaté à l'Europe, je suis resté un petit mouton noir, j'étais pas très intégré au début dans le village, et donc j'ai aussi eu beaucoup de moments de solitude que j'ai exploité en lisant, et puis à un moment, il n'y avait plus rien à lire. Ou alors il n'y avait pas ce que je voulais. Par exemple, j'adorais les dinosaures, j'adorais le Moyen-Âge, et j'adorais la science-fiction et les vaisseaux spatiaux. Et je trouvais, rien. Je trouvais pas non, mais il y avait pas assez de BD avec des dinosaures, il n'y avait pas assez de BD à mon goût avec des vaisseaux spatiaux. Il y en avait sur le Moyen-Âge, mais il n'y avait pas tout ça en même temps, donc je me suis mis à faire une bande dessinée. Alors j'ai commencé à dessiner plein de bandes dessinées. C'est marrant parce qu'on en avait parlé avec Aurélie Wallenstein, elle faisait exactement comme moi, en fait, elle s'était inventé un éditeur, bidon. Au verso de ses bouquins, elle mettait dans la même collection, et elle tapait les couvertures des bouquins, des BD qu'elle n'avait pas encore réalisés. Et on se contraignait tous les deux avec le titre, parce qu'il fallait après dessiner celui qu'on avait promis, même si on ne savait pas encore ce qu'il y aurait derrière le titre bidon et la couverture bidon. Bref, on jouait à le faire pour de vrai. Et puis à 10 ans, je sais que j'ai fait une BD qui se passait au Moyen-Âge, dans lequel un chevalier rentrait dans une zone morte, dans laquelle il y avait des dragons, qui étaient en fait des créatures mutantes, mais qui ressemblaient à des dinosaures, à cause de la chute d'un vaisseau spatial. Donc j'avais réussi à réunir mes passions dans un seul truc. Ça a du potentiel. Ça a du potentiel. D'ailleurs, quand est-ce que c'est édité, ça T'en as parlé à Il faut Jean-François? s'adresser à ma maman parce qu'elle les a gardés, elle est fétichiste. Et en fait, mais j'ai toujours voulu absolument trouver des moyens de narration, quoi. Je faisais des pièces de théâtre en mobilisant les petits voisins, et j'emmerdais mes parents dès qu'ils avaient des invités en leur jouant le truc. Je racontais l'Iliade sur des cassettes, ça je vous ai déjà dit. Et puis alors, les vieilles cassettes audio là. J'avais même un gros enregistreur à bande, en fait. Et puis je faisais des montages d'IA aussi, je dessinais sur des petites d'IA, comme ça je pouvais faire quelque chose qui était plus de l'audiovisuel. Déjà, je mobilisais ma famille pour faire la voix du commandant vaisseau spatial russe, alors c'est mon papa qui maîtrisait l'accent russe. Les gens emmerdaient tout le monde avec mes histoires, il fallait absolument que je ponde des histoires, c'était vraiment frénétique. Et puis quand je m'y mettais, en fait quand un gosse va devenir auteur, je crois qu'on le sait dès l'enfance, il ne ferait pas dingue. Tu viens jouer? Non. Et puis il va passer 6 heures dans sa chambre, et le lendemain, encore 6 heures, et encore 6 heures, et tout le temps libre, il va le passer à pondre des trucs, quoi. Non. Toi, tu joues au docteur avec tes... J'avais des cousines, je ne sais pas si c'est ton cas. Non, plus sérieusement, mais moi en fait, je me suis lancé dans le jeu, pas dans l'écriture. Et donc très tôt j'ai inventé des jeux, des règles, ne serait-ce qu'avec des pièces de monnaie, un jeu, une espèce de Blood Bowl avec des pièces de monnaie où on devait faire tomber les pièces de monnaie des autres, enfin des choses comme ça. Après avec des petits soldats, ou même simplement avec des feuilles de papier, avec des stylos où on devait faire des parcours, enfin voilà, des jeux dans le sable, etc. Des jeux. Je sais pas si je vous ai dit que j'aimais bien les jeux. Et donc, revenons au Seigneur des Anneaux. Pouf, Seigneur des Anneaux, jeu de rôle, pouf, jeu de rôle. Et là, j'invente des histoires, forcément. Et donc, dans ces histoires, à chaque fois, il y avait des écrits. On trouvait parfois des prophéties, parfois des. Donc, j'écrivais tout ça. Là, je prenais plaisir à écrire tout ça. J'écrivais des chansons aussi que je chantais sur des cassettes audio qui allaient avec ces différentes aventures, plus ou moins, enfin même carrément plus que moins médiévales. Et donc plus âgé, je me suis lancé dans le jeu de rôle informatique, tout à fait logiquement, puisque c'était la suite de ce que j'avais connu jusque-là. Et pareil, dans le jeu de rôle informatique, le problème c'est que les scénarios sont pas toujours bons. Donc j'ai fait les miens. Et il se trouve que dans le jeu de rôle qui s'appelait Neverwinter Night, qui est paru en 2002, eh bien, ils avaient eu le bon goût de donner avec le moteur du jeu, et que parallèlement il y avait toute une communauté qui créait tous les visuels possibles et imaginables, tous les monstres, tous les visages. Enfin, il y avait vraiment de quoi faire, inventer complètement tout ce qu'on voulait. Et j'ai donc appris à scripter comme je pouvais, parce que sans aide, c'est pas toujours facile. Hein. Surtout que c'est un jeu où parfois, rien que pour ouvrir une porte, il faut scripter. Donc
parfois un peu compliqué, mais finalement c'est pas si difficile. Hein, et donc j'ai créé ces histoires, et bon, Donjons et Dragons c'était bien, mais c'était un peu... ça manquait d'âme en fait. C'était bien, hein, mais ça manquait d'âme. Et il fallait derrière, moi qui étais féru d'histoire, j'adorais ça, c'était les études dans lesquelles je m'étais lancé, eh bien il fallait y amener quelque chose de vrai. Et donc j'ai amené ces premières histoires du bâtard de Kosigan, un chevalier mercenaire du XIVe siècle, et j'ai mélangé les deux, et je me suis tout de suite rendu compte que mais il y avait un goût particulier, et que ce goût-là, franchement, enfin, pour moi, à mon sens, il était vraiment intéressant. Il ouvrait des portes, et j'aime bien ouvrir des portes, même s'il faut scripter, et pour ça. Et donc j'ai consacré 6 ou 7 ans de loisir à ça, à créer des histoires. Ça prend énormément de temps. Chaque histoire, c'était à peu près 500 000, 600 000 signes. Donc j'en ai fait 6 ou 7, hein. Parce que moi, ce qui comptait, ce qui était très important, c'était vraiment l'aspect jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on puisse choisir de jouer n'importe quel type de caractère. Donc il y avait des possibilités pour tout le monde. Du chevalier qui voulait vraiment être héroïque, pourquoi pas, après tout, ça peut être bien aussi, jusque à la pire canaille qui puisse exister au monde. Et franchement, dans ces scénarios de jeux de rôle informatiques, ça va. Les gens qui voulaient aller loin pouvaient aller très 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 loin. Voilà. C'est affreux, je vous le déconseille. Non, soyez... mais en tout cas, voilà, l'écriture, pour moi, elle est venue par le jeu, elle est venue avec le jeu, elle a accompagné le jeu. Et lorsque, j'allais dire mes fans, en tout cas les gens qui ont aimé jouer à ces scénarios m'ont dit « Ben oui, mais un jeu de rôle informatique, au bout de 5-6 ans, allez, 8-10 maximum, c'est fini. Et toutes tes histoires, là, t'as passé combien de temps à les faire? Eh bien, elles vont être perdues et ça va être terminé. Tu devrais passer à la bande dessinée. Eh, bonne idée! J'ai donc fait une bande dessinée. Bon. j'ai envoyé aux éditeurs, et Glénat, quand même, a répondu, il m'a dit... L'histoire est super bien, il faudrait apprendre les techniques de bande dessinée. Notamment, il faudrait faire en sorte que chaque page soit indépendante et finisse par une sorte de mini cliffhanger pour attirer les lecteurs vers la page suivante. Merci. Et franchement, il fallait me le dire parce que je ne savais pas. J'avais pas vraiment étudié la question. Donc, j'ai appris à faire une bande dessinée, et j'ai fait mon scénario de bande dessinée. Et là, mes anciens fans m'ont dit, bon, c'est bien, mais tu sais ce qu'il te faudrait, c'est un dessinateur. Pas bête. Du coup, j'ai cherché un dessinateur. Bon, j'en ai trouvé un polonais, mais une merveille. Franchement, une pointure, une qualité exceptionnelle. Très bien. Donc, on a préparé un projet ensemble. Je suis allé évidemment à Angoulême voir tous les éditeurs. On a placé le projet chez tous les éditeurs. Il y en avait 3-4 d'intéressés. Ils trouvaient l'histoire super, le dessin vachement bien. Ils étaient partants. On a signé chez Soleil un contrat mirifique pour 3 tomes. Et mon cher dessinateur a dessiné 10 pages en 2 ans. Ça a un peu énervé mon éditeur. Et le projet est tombé à l'eau, voilà, donc là j'en étais là de mon écriture, et puis là j'ai dit non mais j'en ai ras-le-bol. Franchement, ça fait 2 ans que je porte ce projet à bout de bras, j'ai fait plein d'efforts, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout écrit, j'ai repris, j'ai retravaillé, j'ai une super bonne histoire, voilà, j'arrête. Et puis en 2010 je crois, ou je sais plus combien, 2011 peut-être, 2012, je sais plus, en tout cas est sorti en poche un Pierre Pével qui est... les Lames du Cardinal. Le tome 1, je l'ai vu sur une table, il avait l'air bien. Et il était prix Imaginal des lycéens 2009. Et donc je l'ai lu, et là ça m'a redonné le goût. Je me suis dit, non mais franchement, là c'est exactement ce que je veux faire, je veux écrire. Et il n'y a pas de raison, là j'ai mes histoires en tête, il ne faut pas que je les laisse mourir, il faut que je les sauve. Et en fait, j'écris pas pour écrire, je ne suis pas vraiment écrivain, je crois. Je veux faire sortir des histoires. J'ai plein de thèmes en moi, j'ai des histoires que je crois assez extraordinaires, assez belles, qui valent vraiment la peine d'être racontées.
Et pour elle, je me sacrifie pour écrire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé effectivement. Et toi, Stéphane, le point de départ de ton cycle, tu peux nous expliquer un petit peu les prémices, comment ça a commencé? Donc moi je me suis retrouvé aussi catapulté maître de jeu pour faire vivre une campagne de jeu de rôle. Donc on a fait du donjon amélioré dans mon univers à moi, avec des règles qui ont évolué. D'ailleurs, il y a une série de choses de ma saga, dont les chants primordiaux des bardes, etc., qui sont nés dans ma table de jeu de rôle. Et puis la campagne a duré plus de 20 ans. C'était une grosse campagne. Les gens avec qui on a joué sont toujours des amis proches. On a ouvert l'armoire magique, on a un univers rien qu'à nous. C'est quand même quelque chose qui soude très fort le jeu de rôle quand tu as une bonne table. Donc c'était vraiment une très belle aventure humaine avec des choses très émouvantes. Une des choses qui était très prenante dedans, c'est que on se rendait compte que une des choses qui nous donnait finalement le plus plaisir, c'était aussi les moments où les personnages s'arrêtaient pour discuter avec un gosse qui rêve de voir la ville de l'autre côté du lac, ou avec une vieille dame, ou alors parfois des PNJ finalement qui n'avaient aucune importance pour le scénario, mais qui rendaient le monde beau et le monde agréable, et que ça c'était quelque chose d'important. Puis forcément je me suis remis à écrire, d'abord des choses inspirées par la campagne, des bancs d'essai, puis je me suis rendu compte en mettant en scène une vieille dame qui parle à mon jeune héros de sa mort prochaine, qui en parle avec humilité, qui en parle comme d'une chose naturelle, qui essaie d'amener le gosse à l'accepter, etc. Que c'était quelque chose, que c'était ce genre de choses aussi que j'avais envie d'écrire. Parler d'humanité, parler de questions humaines à travers la fantasy, de choses qui me touchent, et aussi bien sûr de choses plus grandiloquentes, de grandes batailles, mais toujours avec cette touche-là. Et puis je me suis mis à écrire, en fait alors j'ai eu tout un passage par des spectacles historiques. C'est-à-dire que je faisais partie d'une troupe de reconstitution historique. C'est que évidemment un jour je me suis dit j'ai envie de le vivre en vrai. Alors est-ce qu'il existe des troupes de reconstitution dinosaures? Non. Est-ce qu'il en existe qui me feront monter dans des vaisseaux spatiaux? Pas trop. Par contre, il existait des troupes de reconstitution médiévales, et donc ma passion pour le Moyen-Âge, ça je pouvais la vivre. Entre-temps, je me suis inscrit aussi dans des études d'histoire, et puis je me suis retrouvé dans des troupes de reconstitution historique, à jouer au chevalier, à avoir mon armure, à me battre à l'épée, à affronter des haches, puis on a fait plein de spectacles, j'ai perdu un bout de doigt d'un coup de hache, oui c'est celui-là, ouais. Un peu plus court. Ça m'a pas empêché de continuer, c'était bien rigolo, c'était bien fandard, on se fendait la gueule avec les copains. Absolument. Et puis à un moment, on s'est retrouvé quand même, la troupe grossissait, on était devenue des plus grosses de Belgique, on fédérait pas mal de troupes autour de nous, donc je me suis retrouvé avec des événements où on pouvait être 200 sur le champ de bataille, avec des canons, des archers, des petites flèches, dans des lieux comme Sedan ou la citadelle de Namur en Belgique, où on pouvait vraiment faire des grosses productions. Ça doit être complètement dingue. Oui, alors au début c'était juste des grosses bagarres avec 2-3 répliques au début du genre ah mais si je vous défie, vous avez un gros nez, que dit des grosses répliques à 2 balles, et puis on s'est dit que moi j'avais envie de faire mieux, donc on a un moment j'ai poussé pour travailler avec des acteurs pros, travailler avec un metteur en scène pro, avoir une sono, avoir une bande son, etc. Et donc on a commencé à construire. Alors pour moi c'était vraiment gay, on pouvait vraiment c'était un peu Hollywood quoi, j'avais 200 combattants pour moi tout seul, il y avait des acteurs, je pouvais vraiment leur faire un peu ce que je voulais, d'ailleurs parfois j'en ai abusé, hein. Il y a un spectacle qui est parti en Orient, et je vous raconte l'anecdote, quand les gars arrivaient sur le terrain pour les premières répétitions, je disais j'ai besoin de 30 gars qui seront un peu les héros du spectacle et qui vont en faire plus que les autres, donc 30 gars en forme, bien équipés, qui ont de l'énergie. Qui veut? Ouais, moi, ils arrivent. Ok, pièce de gauche. Et puis quand ils arrivaient dans la pièce de gauche, dans le local de répétition, enfin 3e au bout du couloir, ils sont tombés sur la prof de danse orientale et ils ont entendu parler de la scène Bollywood. C'est la cour du Maharaja d'Orient, du Maharaja du Vijayanagar. Le Vijayanagar existait vraiment au XIVe siècle, j'y tiens beaucoup. Et bon, oui, ça dérapait un moment, il y avait une petite chorégraphie, ils en faisaient partie, ils ont dû l'apprendre. Ils ont quand même tourné tout l'été, ils ont continué à faire la choré dans les autres campements, parce que finalement ils étaient bien. Mais donc on a essayé de leur montrer des aspects du Moyen-Âge que le public connaissait moins, par exemple le grand schisme d'Occident. Les princes évêques en armes, donc il y avait le schisme d'Occident, les 2 papes qui s'affrontent à travers un prince évêque qui assiège une abbesse, aussi une femme puissante. On montrait des figures du Moyen-Âge qui étaient moins connues, puis on est parti vers
vers l'Orient. Donc il y a eu ce voyage dans l'Orient imaginaire. Alors là, la troupe avait du mal à me suivre aussi parce que oh, mais c'est pas histo ce que tu montres. Alors c'est pas histo. Pour ceux qui connaissent ces troupes de reconstitution historique, c'est une phrase qui sort au moins tout le temps. C'est pas histo ton truc. Avec la simple fait de respirer normalement, c'est pas histo. C'est pas histo. Aujourd'hui, il y a des troupes médiévales fantastiques. Aujourd'hui. Aussi, oui. Voilà, Elles sont pas histo. Hein. Non, elles sont pas histo. J'aime bien, mais c'est pas histo. Et donc moi je montrais par exemple les créatures de l'Orient fabuleux. D'ailleurs ça m'a beaucoup amusé quand j'ai lu la nouvelle de Fabien Cerruti dans l'anthologie des Imaginales, où il part dans l'Orient fabuleux sur les traces de Jean de Mandeville, parce que j'avais fait exactement la même chose dans un spectacle historique avec des cynocéphales. Alors il y avait aussi les copains avec des grandes oreilles qui jouaient les panothéens, les autres avec les têtes de Klebs, Saint Christophe cynocéphale. J'ai pu mettre en scène Saint Christophe cynocéphale. Vous savez qu'il y a un saint chrétien qui avait une tête de chien. Une version de Saint Christophe. Enfin, tout ça me passionnait beaucoup, c'était montrer aussi l'histoire des mentalités, ce qu'ils avaient dans la tête. Et donc ça a beaucoup ralenti mon écriture, tous ces spectacles qui prenaient du temps, ce qui fait que j'ai mis 10 ans pour écrire Manèche. Entre-temps, en fait, le premier que j'avais commencé, c'était Dévoreur, donc l'histoire d'Ogre, qui est un peu une relecture du mythe de Cronos, qui est une novella. En fait, j'avais dit... un petit roman, en fait, j'avais dit Stéphane, tu dois commencer par écrire une nouvelle, comme tout le monde. Écris une nouvelle courte, 20 pages maximum. 60 pages plus tard, je décidais de prendre un break, car je ne me sentais pas encore la maturité de décrire l'Ogre. Et puis finalement, je l'ai repris après avoir terminé Manèche. C'est un bouquin de 130 pages, quoi. Mais c'est court. Voilà. Et puis finalement, au bout de 10 ans, j'ai présenté mon manuscrit d'abord à l'auteur Ayerdal, qui était une connaissance de connaissance, qui a lu le manuscrit au bout de 6 mois, puis dès qu'il a lu, qui tout d'un coup m'a invité à bouffer. Et puis il y a eu une sorte de cooptation comme ça qui m'a fait fort plaisir. Puis on a parlé à 2-3 éditeurs, et puis le jour où j'ai envoyé au bouton électrique, dans les 2 heures j'avais une réponse, et 48 heures plus tard j'étais signé. Ce qui n'était pas du tout le parcours typique de l'écrivain qui galère, mais en même temps je suis un fichu perfectionniste, et si j'ai mis 10 ans aussi à l'écrire, c'est parce que je voulais... j'étais toujours persuadé que c'était pas assez bien pour être édité à coup sûr. Et puis finalement quand c'était assez bien à mes yeux, c'était assez bien pour un éditeur, puisque c'était très... Alors il est un peu fou, hein, parce qu'il a signé, il avait lu un tiers. Or, c'est pour ceux qui ont lu Manèche, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici. Un tiers. C'est quand même un bouquin qui aurait pu sacrément se casser la gueule dans l'intrigue. J'aurais pu me rater, quoi. Donc, On a parlé des influences et on en sait désormais un petit peu plus sur vous, et justement on va pouvoir en venir à vos univers respectifs. Ce soir justement, des lecteurs et des lectrices connaissent très bien vos univers, c'est pas forcément le cas, on est aussi là pour découvrir. Est-ce que vous voulez bien tour à tour nous présenter et le bâtard de Costigan et les Sentiers des Astres? À qui l'honneur? Tu dois réfléchir, c'est ça? C'est plus ce que tu écris, hein, essaye de retrouver tes souvenirs pendant que je... Surtout que je réfléchisse à ce que je ne dois pas dire. Alors à la fin, donc les Sentiers des Astres, c'est un univers qui, alors toujours mélanger ce qu'on aime, hein, rappelez-vous les dinosaures, c'est un univers qui mélange des influences de Moyen-Âge européen, des influences de mythologie celtique, scandinave, grecque et romaine, etc. Bref, notre héritage culturel classique, et des influences hindoues, culturelles et mythologiques. Donc il y a des emprunts déguisés à la mythologie hindoue. C'est pas les mythes hindous, c'est pas les mythes celtes, ce sont des choses qui sont influencées, mais il y a cette touche hindoue qui est assez particulière. C'est un peu comme si les Celtes avaient conquis l'Inde antique, ou alors le contraire, et que tout ça avait évolué conjointement en une seule civilisation jusqu'au niveau de la fin du Moyen-Âge, à peu près à la même époque que Fabien, début de l'artillerie à poudre, armure complète, etc. Sauf que là, on est dans une société qui est aussi bariolée que le Brésil au niveau des couleurs de peau. C'est une fantasy qui est très humaniste, dans le sens où voilà, j'ai un intérêt pour les questions humaines. Je trouve que les personnages humbles doivent avoir beaucoup d'importance. Donc dans mes bouquins, les simples bateliers, les palefreniers, etc. peuvent finalement tenir beaucoup de place et avoir une vraie prise sur le récit. Alors c'est un univers qui est garanti sans elfes. 100% sans elfes et 99% sans nains. Il y a quand même un peu des nains, mais ils sont très très différents. Les nains sont des géants comme les autres. Suite à une discussion avec Jaworski qui a dit « Mais quand même, moi j'aime bien les nains. » Je vais mettre des nains.
Et voilà, mais sinon, voilà, c'est par contre, il y a des géants solaires, des géants lunaires et d'autres créatures de mon cru. J'ai voulu vraiment retourner à la source des mythes et pas m'inspirer de ce que Tolkien avait fait comme beaucoup d'auteurs. Je voulais vraiment repuiser dans les mythes, retourner à la source et en faire autre chose. Et puis ben, l'histoire de la saga, ça se passe dans le Grand Nord, on est dans la forêt boréale, loin du royaume de l'héritage, qui est déchiré par une cruelle guerre civile. Et on suit un petit groupe d'hommes, qui est mené par le capitaine Calendun Rana, qui remonte le fleuve sur des gabarres, c'est-à-dire des péniches médiévales à fond plat, inspirées de la navigation de Loire, à la recherche d'un légendaire oracle qui devrait leur permettre de sauver leur patrie, et on n'en sait pas plus. Parce que le narrateur, le barde du bord, est un petit cachetier. Et que, ami lecteur, ami lectrice, il ne vous connaît pas encore, il ne va pas vous livrer des secrets militaires comme ça aussi facilement, il va falloir gagner sa confiance. Et puis, ben, tout autour de lui, sur le bateau, donc il faut imaginer remonter le Yukon en Alaska avec une gabarre médiévale, c'est déjà toute une aventure. Je me suis rendu compte en me documentant que traiter ça de façon réaliste impliquait que c'était super compliqué de remonter un fleuve, et que ça m'a donné pas mal d'aléas déjà très simples, de péripéties très simples, mais intéressantes sur la remontée du fleuve. Et puis, à bord du bateau, les personnages sont mystérieux et vont se dévoiler petit à petit. On voit bien dans la couverture du tome 2, du poche, là c'est une forêt qui a sa part de magie, de mystère, de force surnaturelle qui couve sous le feuillage, qu'on ressent dans les froissements du feuillage, les petites rides à la surface des eaux. On sent la présence des esprits. Et puis en même temps, ce sont ces personnages qui sont esquissés dans l'ombre et qui vont sortir de l'ombre petit à petit et se révéler. Et certains vont raconter leur histoire. Donc, le capitaine, personnage ombrageux, féru de mythes anciens. Le barde, narrateur cachetier. Grand humaniste mais grand réel politique aussi. La courtisane, qu'est-ce qu'une femme fait à bord d'un bateau chargé de soudards et de partisans avec sa gamine de 8 ans? Pourquoi sont-elles là? Pourquoi le capitaine a-t-il jugé bon de l'amener? Il n'a pas jugé de bon de le dire au barde. Et puis tous ces autres personnages qui vont se révéler, dont Manèche, ce blessé recueilli dérivant au fil de l'eau à des milliers de civilisations. Donc c'est à la fois la découverte de cette forêt où rôdent encore les mythes anciens et cette plongée petit à petit dans le mythe, dans une forêt de plus en plus étrange, de plus en plus surnaturelle, où grondent des forces anciennes qui peuvent être merveilleuses ou terriblement dangereuses, et les deux sont assez puissants, je crois, dans la saga. Et c'est aussi la découverte des personnages, puisque dans chaque tome, il y a un des personnages qui va se raconter, qui va passer à table. Et puis on est sous la lumière des astres qui sont les grands moteurs des pulsions humaines, ce qui se lit très fort aussi dans Dévoreur, qui est cette histoire d'ogre qui est un petit à côté. Je pense que j'en ai dit assez. Il y a aussi un bâtard comme chez lui, c'est pour ça que c'est mon frère bâtard. On reviendra sur les bâtards après. Moi, en fait, à travers mes études d'histoire, je me suis aperçu à un moment que dans la véritable histoire, il était énormément fait référence dans des textes officiels, écrits par des gens très connus et très importants et très influents, des intellectuels et autres, Isidore de Séville, ou ne serait-ce que Charlemagne, ou différents papes et autres, eh bien, la magie était toujours prise en compte comme si elle était réelle. C'est-à-dire, on a énormément de textes qui légifèrent sur l'utilisation de la magie, qui condamnent à telle peine de prison, tel type de sorcier. On a fait la liste des différents types de sorciers pour Isidore de Séville, il y en a une douzaine différents, etc., etc. Bref, tous ces gens, les grands intellectuels et autres, considèrent que, à leur époque, tout ça est réel. Ils le considèrent comme véritablement réel. Et ça m'a ouvert des opportunités. Je me suis dit, après tout, et pourquoi pas partir de ça? Donc j'ai effectivement construit mon XIVe siècle selon cette idée que on retrouve vraiment notre ambiance médiévale, que j'aime beaucoup, hein, avec toute la société chevaleresque, féodale, la vassalité, les différents ordres, etc., hein, comme dans la véritable histoire. Mais je fais comme si ces gens avaient raison, et comme si il y avait encore de la magie, comme si il y avait encore des créatures surnaturelles qui pouvaient exister, hanter les bois ou autres. L'idée, c'est que dans mon XIVe siècle, l'Église a lancé déjà des grandes croisades contre ces créatures, qui s'appellent les croisades noires,
qui ont eu lieu à la fin du XIIIe siècle, et qu'au XIVe siècle, avec l'Inquisition, d'ailleurs en 1327, le pape décide que l'Inquisition ne doit pas uniquement s'occuper des hérésies religieuses, mais qu'elle doit aussi mettre une fin définitive à la sorcellerie. Donc ça c'est historique. Donc que l'Église cherche à faire disparaître, à éradiquer les dernières traces de magie ancienne qui souvent étaient liées au polythéisme à cette époque-là. Et c'est mon point de départ. Donc dans cette histoire, je vais raconter dans ce Moyen-Âge à la fois sombre et qui correspond assez au nôtre, mais avec des éléments légendaires intégrés dans la réalité, dans la trame de la réalité en quelque sorte. Je vais mettre en scène un chevalier bourguignon bâtard qui a dû fuir son comté natal. Peut-être qu'on en reparlera plus après, ou il ne faut pas que je développe trop, d'accord. Et qui a des capacités que lui-même ne comprend pas, sans doute liées aux pouvoirs anciens justement, mais dont il ignore l'origine réellement. Et qui a monté une compagnie de mercenaires particulière, qui est une petite compagnie de mercenaires d'élite, plutôt d'espionnage, qui va travailler pour les plus grandes maisons d'Europe, pour résoudre leurs problèmes, quels qu'ils soient, manipuler l'église, faire tomber un grand noble, ou des choses comme ça. Et il faut savoir que le XIIIe siècle, c'est historiquement le début des espions un peu plus modernes. Et on commence à avoir, à cette époque-là, au XIIIe siècle, donc là je suis au XIVe, donc un peu après, on commence à avoir de véritables espions utilisés comme on peut aujourd'hui un peu plus se l'imaginer. Et donc ça va être lui-même, on voit l'histoire selon ses propres yeux. Pourquoi? Parce qu'il possède un objet ancien qui remonte aux temps antiques et qui lui permet le mot n'est pas d'époque, mais qui lui permet d'enregistrer en quelque sorte ses pensées, ses sentiments, au fur et à mesure qu'il les ressent. On voit donc à travers ses yeux, et on pense à travers ses propres pensées. Ce qui fait que c'est un personnage qui, certes, est hors norme, mais qui en même temps est très humain, et on voit qu'il est à la limite, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être un peu cynique, mais qui en même temps va être humain, et qui bien sûr est égoïste, mais imagine et part du principe que le monde entier autour de lui est égoïste, et qu'il est un peu obligé, s'il veut survivre, de faire bien ce qu'il sait faire. Et donc voilà, on a ce personnage qui est un peu au centre de l'action, à la fois charismatique, beau parleur, mais en même temps avec à l'intérieur à la fois du cynisme et de l'humanisme, ce qui est un cumul assez étonnant. Et donc voilà pour l'univers médiéval, mais c'est pas le seul univers que je dois décrire, puisque à l'autre bout du temps, 500 ans plus tard, son lointain descendant va mettre la main sur les chroniques de son ancêtre. Lui, ce lointain descendant vit entre la France et l'Angleterre à la Belle Époque, à la fin du XIXe siècle. Et il découvre les écrits de son ancêtre, autrement dit un chevalier, normalement chrétien, qui parle d'une comtesse avec du sang elfique en Champagne. Moi j'ai des elfes, moi ils sont bien mes elfes. Qui parle de sorcellerie, qui parle de 2 dragons qui auraient subsisté dans les monts d'Auvergne jusqu'à la fin du XIVe siècle. Mais voilà, donc lui, il a une formation plutôt d'historien, il va se lancer dans finalement une enquête, et il va se lancer dans des aventures très différentes, puisque ça va être plutôt des aventures à la recherche d'archives, de bibliothèques, des aventures archéologiques, et il va se lancer dans une enquête évidemment très risquée, parce qu'il y a effectivement une raison pour laquelle tout ce que son ancêtre décrivait comme réel au Moyen-Âge, la magie, les créatures surnaturelles et autres, il y a une raison pour que tout cela ait disparu de l'histoire officielle. Et cette raison, eh bien, malheureusement, il va finir par la découvrir. Et alors, pourquoi justement avoir choisi le XIVe siècle et le XIXe siècle? Pourquoi pas le XIe et le XXIe? Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour ces deux siècles? Oui. En fait, le XIVe siècle, la raison est simple.
c'est juste une Madeleine de Proust, c'est-à-dire que le moment où l'histoire a commencé à m'intéresser, c'est en 5e, quand mon professeur, Monsieur Perceval, ça n'invente pas, m'a fait faire un exposé sur le XIVe siècle. Et donc je me suis dit, ça, voilà, s'il faut partir d'un point de départ, eh ben, il faut absolument que ce soit celui-là. Et donc j'ai choisi ce point de départ-là. Maintenant, pour le 19e siècle, c'est plus une question, on va dire, technique, c'est-à-dire que le 19e siècle présentait plusieurs avantages pour moi. Premièrement, il évitait d'utiliser Internet et les autres choses du même genre. J'avais pas du tout envie de donner cette ambiance-là à mon travail, mon roman. Deuxièmement, il me permettait d'écrire comme au 19e siècle. Et j'avais aussi un peu envie de ça. J'avais envie d'alterner des écritures différentes. Et d'ailleurs, j'essaye de le faire à chaque fois, même au 14e siècle. Lorsqu'on change de point de vue, j'aime bien que mes personnages, qu'on sache immédiatement, on commence à lire, on sait immédiatement qui écrit. Parce qu'ils n'écrivent pas de la même façon. Au 19e siècle, donc ça me permettait d'écrire d'une manière différente encore et qui me plaisait beaucoup. J'avais envie de ça. Enfin, pour des raisons, là, il faut que je pèse mes mots, j'avais aussi besoin d'avoir tout le XXe siècle pour pouvoir éventuellement y faire des choses derrière. Voilà, je ne vais pas en dire davantage. Stéphane, j'aimerais revenir avec toi. Moi, c'est sur la mythologie. Est-ce que tu peux vraiment nous décrire la mythologie des Sentiers des Astres, la manière dont tu l'as travaillée, les recherches que tu as pu effectuer, tout le cheminement et tout justement ces mythes que tu as déployés? Ah, tu veux un exposé circonstanciel? La totale. Bon, je vais quand même faire ça un peu en bref. J'ai une vision très animiste des choses. Alors d'abord, c'est vrai que religion et magie, il n'y a pas de différence, fondamentalement. Il faut arriver à rentrer dans la pensée magique. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, en fait, pour un homme d'une société traditionnelle, d'un homme du Moyen-Âge, il n'y aurait pas de différence fondamentale entre une boule de feu qui explose sous nos yeux ébahis et avoir pas de chance, trop souvent, c'est de la magie aussi. Et la magie, c'est même plus souvent, au quotidien, c'est plus souvent ça. C'est j'ai pas de chance, il y a quelque chose de néfaste à l'œuvre. Ben, ici, c'est un peu ça. Il y a des esprits qui nous environnent, des esprits élémentaires, des esprits des émotions qu'on appelle les charmes, on a les souffles qui sont des émanations du vivant, et puis les esprits astraux qui descendent des astres et qui sont les plus dangereux ou les plus favorables, puisqu'ils peuvent nous influencer. La nuit est un moment dangereux parce qu'on est baigné de lueur astrale et que ça peut influencer notre humeur ou notre comportement ou notre chance ou notre malchance pour le lendemain. Il faut essayer de ne pas tomber sous la lumière des astres néfastes. Fermer ses volets les jours où ils sont dominants, etc. Et donc, je vois un petit peu la magie comme une sorte d'animisme, donc c'est vraiment l'omniprésence des esprits autour de nous qui compte, qui aurait été structuré et développé jusqu'à atteindre un niveau de complexité comparable au Veda hindou, quoi. Donc vraiment tout un système de pensée hyper complexe, mis par écrit, etc. Et puis ce qui est central, c'est l'influence des astres. Donc on a les 8 astres majeurs qui structurent le ciel. Ce sont le Soleil, la Lune et toute une série d'autres astres qui peuvent être fastes ou néfastes. Parfois les astres néfastes sont utiles aussi, parfois la colère par exemple est un astre qui peut être souhaitable dans quelques rares cas. Et donc les personnages de mon monde se font des narvines, des symboles sur le front pour se placer sous l'influence d'un astre favorable. Dans Le Roi Cornu, qui est la nouvelle qui précède Dévoreur, on a un duel qui se place au centre entre deux frères, qui se place, un duel pour la royauté, qui est entre 8 vasques sacrés qui sont embrasés, qui sont frappés du sceau dans des 8 astres. Et les personnages peuvent choisir de s'adosser à un astre ou à un autre pour gagner, par exemple, en colère, en force, ou s'adosser au soleil qui représente la royauté, ou essayer d'acculer l'autre à un astre qui lui sera défavorable, par exemple Centauri, qui est un astre de la dépression qui peut lui pomper ses forces, etc. Et donc dans ce duel, il joue très fort sur les astres, il se positionne. C'est assez typique du système de pensée des personnages dans le monde. Et puis alors, les astres se trouvent aussi à l'intérieur de nous. Pas une reproduction des astres, mais les astres eux-mêmes. Ils sont dans le cosmos et ils sont en nous également. Et ils sont fermés par des sceaux qui limitent leur pouvoir. Et d'ailleurs, les mages, le sommet de l'art magique, au-delà du contrôle des esprits, c'est d'arriver à briser l'un des 7 sceaux, qui sont des gardiens évidemment, pour déployer toute la puissance de l'astre et s'affranchir d'une loi universelle. Ce qui donne vraiment des puissances supérieures. D'ailleurs, rares sont les mages qui arrivent à s'affranchir
à briser plus d'un ou deux des sept, même des 8 sceaux de l'invisible. Et parfois, ça se brise accidentellement, comme on va le voir dans Dévoreur, et des pulsions très peu souhaitables déferlent dans un être humain jusqu'à balayer son humanité. Donc, en dehors de ça, on est dans un monde où vivaient autrefois des créatures mythiques. Donc d'abord, les astres étaient plus proches du monde, et puis ils se sont retirés un peu dans la nuit. Et puis les géants solaires, les géants lunaires, et d'autres géants qui avaient en eux principalement l'ardeur d'un seul astre ont régné sur le monde jusqu'au moment où petit à petit l'homme les a supplantés au cours notamment de la gigantomachie, qui est une grande bataille mythique importante. Et puis le sang de ces géants survit parfois chez certains êtres humains, comme on va le voir très vite avec le récit de Manèche dans le premier tome. Il y a dans tes romans effectivement une part importante avec toute la mythologie que tu as pu créer, mais il y a également une part importante des personnages qui évoluent justement avec leur environnement. Il y a tous ces fourmillements de détails de la nature, etc. Est-ce que justement toi tu peux nous parler de ton rapport avec ton environnement, avec la nature, et justement ce qui en ressort dans la série? Alors, j'ai une grande fibre écologique, mais écologiste même, mais je pense qu'à l'époque, on n'était pas écolo. On était humble par rapport à la nature et en lutte avec la nature et en même temps en harmonie. C'est-à-dire que l'homme essayait de dominer les forces qui l'entourent pour réduire sa mortalité, pour prendre plus de place. Et en même temps, tout ce qui n'était pas explicable d'un point de vue scientifique était de l'ordre de la magie. Et donc, au fil du temps, la religion et la magie reculent au profit de la connaissance scientifique. Normalement. Pas le cas partout, mais normalement. Et, mais donc, il y a cette crainte permanente des forces surnaturelles et des forces de la nature, et aussi ce respect de peur de les offenser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais rendre. Tous les personnages de mon univers ont à un degré ou à un autre une forme de crainte des puissances surnaturelles, de respect des astres, etc., qui est en eux, même quand ils transgressent. Quant à la nature, elle est représentée par des forces qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais juste qu'il faut se concilier. Dans le tome 2, c'est la croque carcasse. Donc on a cette forêt du Lempio dans le Grand Nord, c'est un peu l'Islande et la Finlande à la fois. C'est une île, on a une forêt où vivent les seigneurs des bêtes. Les personnages qui vivent près de cette forêt connaissent les rituels qui permettent d'amadouer les seigneurs des bêtes quand tu rentres sur leur territoire. Le renard à poux, l'ours, la croque carcasse qui est une ours terrifiante, on a le seigneur des guêpes qui est en lutte avec le seigneur blaireau voisin, et ça se voit parce que les arbres de leurs deux domaines luttent pour leurs racines, se livrent la guerre dans leur façon de pousser, etc. Il y a toute une explication, toute une attention qui est portée aux signes donnés par la nature. Et puis il y a dans mon écriture, je pense qu'on sent assez fort l'amour de la forêt, l'amour de la montagne. Je suis un fou de montagne, l'amour des grands espaces, et puis le fait de rendre ces choses vivantes, de rendre les arbres vivants. Ça se sent très fort dans le 3e tome, les lignées d'arbres géants qui luttent pour survivre face aux autres arbres. En sachant quand même que les livres ont plutôt tendance à tuer des arbres. Oui, mais je les fais revivre. D'ailleurs, c'est en véritable... Les ais sont en véritable bois de pin de la forêt du Viane-Trier. Et le papier est fait à base de... C'est du papier de chiffon fait à base des chiffons que portait Manèche naufragé, ses vêtements de naufragé. Voilà. Donc oui, il y a un rapport très fort à la nature, comme à la fois puissance magique, toute la magie de la nature, tout ce qu'on ne domine pas. Maintenant, il faut bien se dire que l'homme a bousillé la nature, en fait, depuis le début, puisqu'on découvre ces dernières années que partout où l'homo sapiens s'est développé, il y a eu des écocides et que la faune géante a disparu, y compris du continent sud-américain, quand l'homme est arrivé, alors qu'elle avait survécu à plusieurs glaciations. Donc il y a aussi cette volonté à l'époque de dominer la nature, mais il y a encore une humilité par rapport à la nature. Alors, historiquement, c'est une hypothèse, mais j'ai tendance à placer au récit biblique le moment où l'homme se distingue de la nature et estime ne plus en faire partie, être une espèce différente de la nature. C'est dans ce fameux mythe, qui est pour moi un des rares mythes bibliques qu'on n'a pas remis en cause, qui est l'idée que Dieu a fait défiler les animaux devant l'homme pour que l'homme leur donne un nom, c'est-à-dire prenne pouvoir sur eux et devienne leur maître.
pense que là, il y a, dans la foulée de l'élevage, avec le monothéisme, les dieux deviennent anthropomorphiques. Avant, ce sont des dieux animaux. Ils ont des figures animaux, et puis les dieux deviennent représenter sous figure humaine. Il y a un glissement, et puis il y a ce récit biblique où Dieu donne la terre aux hommes, donne la nature et les animaux aux hommes. C'est quelque chose qui est un très grand glissement par rapport au chamanisme qui précède. Il y a eu quelque chose qu'il va peut-être falloir qu'on répare dans nos mentalités, parce que ça, on l'a pas remis en cause. Les interdits sur le sexe, tout ça, on a baqué. Le respect des curés, tout ça, on a une idée qui est éminemment contestable, et que l'éthologie est en train de saquer dedans à grande allure. Ben, il va peut-être falloir la remettre en question. Digression. Merci. Alors du coup, tu parles justement de tes personnages qui sont humbles face à cette nature. Et c'est justement un point fort qu'on retrouve d'ailleurs dans vos deux cycles. Ce sont des personnages, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas un personnage qui prend le dessus sur un autre. Voilà, il y a plusieurs voix. Est-ce que c'est un choix pour vous? Est-ce que c'est important pour vous justement de ne pas créer des personnages très manichéens, des personnages ambivalents? Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, je vais pas répondre. D'abord, je vais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, c'est visiblement tout ce qui est lié au chamanisme et à l'époque où les hommes étaient finalement très proches de la nature et personnifiaient cette nature sous forme de divinité en quelque sorte. Finalement, toute cette période-là est petit à petit morte avec le développement de la civilisation, des grands empires, et la science finalement a fait reculer effectivement tous ces éléments-là. Avec une nuance, parce que je tiens à mettre une nuance par rapport à nos deux univers. Dans le mien, c'est pas vu de manière forcément négative d'être opposé à la nature, parce qu'en même temps, les civilisations dans le bâtard de Kosigan qui sont encore liées à ces sources chamaniques, à ces rites anciens, eh bien, en même temps, eh bien, elles ont la violence de la nature en elles. C'est-à-dire que la magie passe par le sacrifice. Et le sacrifice, c'est tuer des gens. Et le monothéisme européen, et notamment chrétien, donc moi je me place vraiment dans le Moyen-Âge, hein, et avait cette hostilité-là. C'est-à-dire qu'il fallait combattre ces rites anciens, ces tueries finalement qui accompagnaient l'utilisation de la magie et qui accompagnaient les superstitions anciennes et qui accompagnaient donc ces liens avec la nature. Et donc moi je ne prends pas de parti, hein, on voit les deux façons de voir, et on est là au XIVe siècle à la fin de ce bras de fer entre des forces anciennes liées à la nature, plus violentes aussi, et des forces plus policées, on va dire, mais du coup moins en prise avec la nature. Alors c'est quoi la question? Du coup, parler un petit peu de vos personnages. Tous les deux déjà, vous avez la figure du bâtard, et voilà, il n'y a pas de personnage qui prennent le dessus sur un autre. Toi, dans ton cycle, il y a quand même plusieurs voix. Ouais. Bon, le bâtard reste quand même je pense que le bâtard, héros, mais tu joues quand même avec plusieurs voix. En fait, l'idée, c'est de découvrir un petit peu les autres personnages. C'est-à-dire qu'on part sur le bâtard, on suit le bâtard, on aime le bâtard, et puis on voit petit à petit les autres éclore, naître, exister autour, y compris à l'autre bout du temps. On commence à voir des personnages qui, au fur et à mesure des livres, émergent, deviennent de plus en plus intéressants, deviennent de plus en plus creusés, et voilà, ils acquièrent progressivement une réalité de plus en plus forte, mais je pense que jusqu'au bout, quoi qu'à tout à la fin, ça peut se discuter, mais le bâtard garde quand même, c'est pour ça que c'est le titre de la série, garde l'essentiel de l'intérêt du lecteur. Alors, non manichéen, tout simplement parce que moi j'aime les héros, mais j'aime que ce soit réaliste. Et donc un héros doit automatiquement être humain, et donc un humain est forcément imparfait. Et donc un héros est forcément imparfait, et d'autant plus quand on voit ses pensées, quand on peut les lire, quand on peut savoir ce qu'il pense. Mais il est à la fois imparfait et en même temps humain. Il fait des choses pas bien, mais tous les êtres humains, quand ils font des choses qui sont
un peu moins respectables savent très bien qu'ils font des choses qui sont un peu moins respectables. Voilà, donc j'essaye d'apporter ce caractère-là à mon personnage. Il est un peu, d'une certaine manière, haut en couleur, mais en même temps, il est vraiment profondément réaliste et humain dans sa façon d'aborder les problèmes, la vie et le temps qui est le sien. J'ai évidemment d'autres personnages qui me plaisent beaucoup, beaucoup, et certains qui s'imposent de plus en plus. Par exemple, Dune, elle a pris sa place. Au début, je n'avais pas spécialement prévu. À la limite, je vais même vous dire, au milieu du tome 2, j'ai failli la faire mourir. J'ai failli la faire mourir. Elle a failli mourir dans la chambre du Prince Noir. Franchement, elle était à 2 doigts de mourir dans la chambre du Prince Noir. Et tomber sur des trucs un peu plus fun du coup. Voilà. Voilà. Et honnêtement, là, je voulais la faire mourir. Et puis je me suis levé le lendemain matin, et puis elle m'avait travaillé au corps pendant la nuit, la saleté. Et en fait, non, et non seulement elle m'avait travaillé au corps pour que je la fasse pas mourir, mais en plus pour que je lui donne un rôle hyper important pour la suite, et jusque... Enfin voilà, je peux pas tout vous dire, mais voilà. Alors moi je suis plus dans une histoire sans héros ou à héros multiples, c'est-à-dire que l'héroïsme c'est vraiment un flambeau qui passe d'une main à l'autre en fonction des circonstances, et ça me permet d'explorer aussi plusieurs facettes de l'héroïsme. Donc les personnages n'ont pas toujours la même importance selon les tomes de la saga. Les personnages, ce flambeau de l'héroïsme peut arriver dans des mains surprenantes, le perso qu'on n'aimait pas, le salopard de la troupe, l'humble batelier, et puis parfois ces personnages m'échappent et leurs actes jaillissent par eux-mêmes. Par exemple, le batelier qui ouvre le premier tome va aussi fermer le premier tome, et en posant un acte que moi je trouve un grand acte héroïque, mais qui m'a complètement échappé, qui n'était pas du tout prévu aussi. Alors je précise aussi qu'il y a des tas de personnages qui ont changé de destin au cours d'écriture, qui devaient mourir, qui ne sont pas morts, ou le contraire. Ça arrive un peu accidentellement. D'ailleurs, s'il y a une scène de combat, maintenant je m'oblige à écrire plusieurs scénars de la scène, mais en me laissant aller. En voyant les dégâts que ça fait, plus je choisis la version qui me convient. C'est pas trop quand même. Donc, parce que je veux vraiment éprouver moi-même l'aléatoire du combat, l'aléatoire de la saga. Donc c'est important. Mais donc voilà, et les personnages sont pas toujours, ils se connaissent pas forcément bien, pas tous au départ, où ils croient se connaître, mais ils se connaissent pas si bien que ça. Ils vont se découvrir à travers leur récit. Ils vont apprendre à s'apprécier ou pas. Ils vont se heurter ou pas. Donc, et les affrontements entre eux sont particulièrement intéressants, évidemment, pour moi. J'aime quand les personnages se dépassent, j'aime quand les personnages sont faillibles, quand ils vont eux-mêmes à leur propre perte à raison de leurs failles, ou quand ces failles leur permettent au contraire de se dépasser eux-mêmes et de produire des moments vraiment lumineux, quand la lumière jaillit des ténèbres, quand des personnages arrivent de faire du plus sordide des moments presque magiques ou enchanteurs. Qui vient d'en voir un passage, je crois. C'est des choses qui, moi, m'émerveillent. De voir ce dont la nature humaine est capable, ça m'émerveille. Donc j'ai une approche qui peut être aussi dure et aussi cynique que Game of Thrones à différents moments, et les personnages peuvent le payer de leur vie. Les personnages peuvent en baver vraiment, les personnages peuvent faire des conneries et être détestables, mais j'adore quand jaillit vraiment l'humanité dans des moments surprenants, et pour ça je suis beaucoup plus positif que le père Martin, parce que j'ai une plus grande foi en l'humanité qui sort à différents moments et qui m'émerveille moi-même, et souvent ça m'échappe. Varagwin le batelier à la fin du tome 1, il m'échappe complètement, et c'est ça qui est beau, c'est quand les personnages vivent par eux-mêmes, travaillent pendant la nuit comme dit Fabien, et imposent leurs actes à leur manière. C'est là que tu sens que la saga est vraiment vivante. Et alors c'est pas manichéen du coup. D'ailleurs, on parle d'une guerre civile où on voit effectivement les deux points de vue, et c'est pas du tout manichéen. C'est quelque chose que, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était pas manichéen, parce que j'étais nourri de grands épiques comme l'Iliade, ou comme le Mahabharata hindou, ou comme la Razzia des vaches de coulée irlandaise, et que tous ces mythes étaient profondément non manichéens. On suit deux camps, comme on suivrait un match de foot, et on admire les joueurs des deux camps. Et il y a des salauds dans les deux camps, et il y a des gens vertueux dans les deux camps, qui se trouvent parfois enchaînés au camp qui a tort par le jeu des féodalités, des vassalités, mais qui, par le code de l'honneur, vont se trouver dans le mauvais camp, quitte à en mourir. Et c'est l'exemple d'Hector, évidemment, qui n'est pas dans le camp des Grecs, mais qui est infiniment plus sympathique qu'Achille, vous serez d'accord. C'est la même chose dans le Mahabharata, où on trouve
grands personnages vertueux comme le grand Bhishma, le grand guerrier, ou le brahmine Drona, qui sont dans le mauvais camp, mais qui sont des personnages qui sont impeccables sur le respect de l'éthique et du code de chevalerie hindou. Donc c'est des choses importantes. Et puis il y a dans le camp entre guillemets des bons, des salopards et des gens qui font des transgressions. Bon, il y a l'exemple d'Achille dans l'Iliade, mais il y a aussi des personnages comme le grand Ajax ou Diomède, je sais plus, le grand Ajax, je crois qu'il devient fou, qui massacre du bétail, on croit massacrer les Grecs parce que son ego a été heurté, qu'il est profondément vexé par orgueil. Donc c'est toute une exploration de la nature humaine. Et puis, je me suis demandé, quand on avait perdu ça, et ça nous ramène au monothéisme, encore une fois. Parce que ce qui est frappant dans les mythes, c'est que dans les grands épiques, c'est que les dieux sont dans les deux camps, puisque les héros sont des semi-dieux, et donc forcément ils ont leur papa et leur maman derrière qui veillent, donc on a des dieux dans les deux camps, ce que permet le polythéisme. Dans le monothéisme, au contraire, Dieu est d'un seul côté, de l'autre il n'y a que les mécréants, ils sont tous dans l'erreur, et donc il y a le camp du bien, le camp du mal, et moi je pense que le monothéisme a dramatiquement affaibli notre façon de raconter des histoires. Alors au Moyen-Âge, on est dans un entre-deux, puisqu'on va encore subsister les mythes, et c'est plus complexe. D'ailleurs, Tristan et Iseux, comme histoire d'amour, est infiniment plus riche et plus complexe que Roméo et Juliette et que des tas d'autres littéraires. Et puis en plus, Hollywood a enfoncé le coin du manichéisme. Donc nous, les auteurs de fantasy de notre génération, on est là aussi pour casser ce manichéisme, et on le fait en puisant dans ce qui est notre source fondamentale, l'épique. Eh bien, pour continuer à nous laisser emporter à travers vos univers et pour les découvrir un petit peu plus, je vous propose de passer gentiment la lecture à voix haute, si vous le voulez bien. Moi, il faut que j'aille chercher un tome 3. Tu veux commencer? Non, vas-y. Pendant qu'il va chercher son tome 3, moi je ne sais pas encore quel tome je vais aller chercher. Je vais vous laisser choisir. Je peux vous proposer soit tout simplement la lecture du premier chapitre du premier tome de la saga, pour rentrer dedans. Soit, donc là on est dans une scène un peu tendue, soit un passage rigolo si vous avez envie de rire, transgressif, insolent, soit un passage de pure magie, de pure atmosphère où on fait connaissance justement avec cette ambiance des esprits. Alors, le début du roman, le passage marrant ou le passage magique? Qui est pour le début du roman? Levez la main. J'ai 3 voix. Qui est pour le passage marrant transgressif? Qui est pour le passage plutôt magie, atmosphère? Il faudrait un passage entre les deux, là. Transgressif, magique. Allez, On va voir combien de temps. ça révèle Tu veux commencer ou alors je commence? Non, non. Mais ça révèle pas, en fait, c'est des passages, mais ça révèle rien normalement. Bon, et bien alors voilà. Moi j'hésitais entre les 3. Le 3, je me joue. Non mais c'est parce que j'ai envie de le faire légitimer par le public, le choix lamentable que je suis en train de faire. Parce que je sais que vous allez choisir ce passage-là. Et qu'on va dire quoi, t'as encore lu le passage des Brandohan. Donc voilà, on est à un moment où notre narrateur, le barde, est en train de découvrir, de repasser en revue ses compagnons, pour une raison précise. Il s'attarde sur un personnage assez jeune, qui est le Brandohan, qui est un grand escogriffe très velu. Voilà. Mes regards se reportent ensuite sur le brun de Douane, grand gaillard broussailleux à l'épaisse tignasse brune, aux faciès de loup-cervier. Vous savez ce que c'est le loup-cervier? C'est le nom médiéval du lynx. Voilà. Cet escogriffe souple comme un singe est plus tanné que ne le voudraient ses 18 printemps. Il fait partie de ceux que j'ai choisis personnellement pour rejoindre notre expédition, sur le conseil du Bélier Rouge. Il m'avait raconté lui-même son histoire autour d'un feu de camp. Allez savoir pourquoi. Celle-ci m'avait inspiré confiance et convaincu de l'emmener avec nous. Sa famille tenait une auberge sur la rive est de l'Angmuir, un gros relais cossu, bien équipé en stalle. C'est là qu'il a grandi, entre palefreniers, bûcherons et bateliers, lui-même un peu de tout cela sans doute. Ses parents étaient de bons partisans de la Lune et du cerf, pas la guerre civile là. Mais quand les hostilités ont éclaté, ils se sont retrouvés du mauvais côté de la frontière, en territoire contrôlé par les Souranes. Ça ne les a pas empêchés de rester patriotes, en soutenant les coulevriniers, les maquisards, comme ils pouvaient.
Pendant plusieurs mois, ils leur ont offert discrètement le gîte, le couvert et une bonne plante pour mener leurs incursions dans les alentours. Ce bel élan civique a fini par leur coûter cher. Un beau jour, les gars du connétable ont débarqué en force, plus que titillés par les coups de main répétés des torchards, toujours les partisans. Ils ont fouillé toute l'auberge et n'ont pas tardé à découvrir ceux qu'ils traquaient, cachés dans les greniers. Les nôtres ont vendu chèrement leur peau. Les planchers de la bâtisse se sont gorgés d'un sang qui n'était pas seulement le leur. Mais ils n'avaient pas le nombre pour eux, si bien que les derniers pas résistés ont tout de même fini pendus aux arbres voisins. Les parents du brun étaient du nombre, et aussi quelques-uns de leurs commensaux. Le brun lui-même, ils l'ont épargné. Il n'avait pas encore ce poil touffu. Il est parvenu à mentir sur son âge, à se donner du 14 ans. Le capitaine Soranès qui menait l'assaut était un homme pieux qui respectait les lois de la guerre. Il ne voulait pas prendre le risque de passer la corde au cou d'un gamin. Au lieu de quoi, il l'a fait envoyer dans un monastère au bord du fleuve. Et tchaï! Notre pandar s'est retrouvé à formuler ses vœux sous la menace de l'épée. C'était pas n'importe quelle abbaye, évidemment. Un cloître des frères de Ronce, parmi les plus rigoureux de toute la foi solaire. De quoi remettre dans le droit chemin une jeune pousse de rebelle, déjà formée à manier les armes et dormir sous la verte tente. Le brun s'est accommodé comme il pouvait des épais murs couverts d'épines, de la discipline inflexible et des promesses qu'on lui avait arrachées. L'austérité, la chasteté, la mortification de la chair. Une vie de prière et un silence forcé qui ne s'interrompait qu'à certains moments de la journée. C'est la chasteté qui s'est révélée la plus difficile à supporter. Le jour où il a craqué, il s'est emparé d'une chaîne pénitentielle et il est entré en guerre contre la foi avec les armes de la foi. Ce n'était déjà plus le garçon imberbe qu'on avait cloîtré une bonne année plus tôt. 15 mois de corvée avaient parachevé un homme robuste, habitué à manier la cognée et la houe. Il avait déjà connu les joies de la chair avant d'être emprisonné en religion. Sa réclusion n'empêchait pas sa jeunesse vigoureuse de le démanger plus souvent qu'à son tour. Un beau jour donc, il en a eu assez qu'on le muselle et qu'on le batte. Marre qu'on le force à dormir dans une culotte de laine rêche, les mains sanglées ensemble, de peur qu'il se dérobe à lui-même un instant de plaisir. Assez que pour tuer son désir, on lui parle des entrailles puantes qu'abritent les ventres de femmes, pareils à des nids de vipères, qu'on lui apprenne à abominer sa propre chair, à brider ses astres intérieurs et se sentir coupable au moindre chatouillis de son vie. Alors il a pris sa fine chaîne de métal barbelé, et il se l'est noué autour du front, pour bien montrer qu'il s'efforçait de réprimer ses pensées impures, mais que seule la force du fer pouvait encore contenir ce torrent. À l'aube, il est entré dans la chapelle de Nimir, où sa mortification n'est pas passée inaperçue. L'office finissant, d'autres novices sont venus lui glisser un mot à l'oreille, et lui demander pourquoi il s'infligeait plus de peine que ne le requérait le frère correcteur. « Je veux foutre », il a marmonné en réponse, d'une voix si peu intelligible que les autres ont cru mal comprendre. Lorsqu'il est entré au réfectoire, trogne buté, le front bas, il exsudait une telle colère rentrée que bien des regards se sont tournés vers lui. Personne n'a pu manquer la couronne sanglante qu'il avait sur le chef. Soupçonnant quelque provocation, le père supérieur l'a désigné pour lire les oraisons matinales. Il savait que le grand escogriffe lisait laborieusement. Sans doute souhaitait-il le ramener à plus d'humilité. Tandis que ses frères prenaient leur repas, le brun s'est dressé, tout raide, devant le pupitre, et son long doigt basané s'est posé comme une verge sur les pages en parchemin. Découvrant les Saintes Écritures, il a entrouvert une bouche béate d'adoration mystique. Son regard s'est mis à courir le texte, mais seul un marmottement inaudible est sorti de ses lèvres. « Plus fort !» l'a adjuré le maître, courroucé. Le brun a levé à lui des yeux un peu perdus. Pour toute réponse, il a dégoisé quelques grognements porcins, l'air profondément navré. Comme plusieurs novices pouffaient discrètement, il a secoué la tête avec désespoir, s'est frappé la poitrine en signe de contrition, serré la gorge des deux mains tout en grognant de plus belle. On aurait vraiment juré que le verbe était coincé dans son gosier, qui ne parvenait plus à émettre que des sons animaux. Et puis soudain, sur un haut le cœur, il a retrouvé l'usage des mots, et ceux-ci ont roulé brutalement au dehors. « Je veux foutre !» il a glapi. Le visage du supérieur est devenu dur comme la pierre. Il a sommé de répéter ce qu'il venait de dire. « Je veux foutre !» a bramé le brun de plus belle. Et cette fois, ses paroles ont rebondi lourdement contre les voûtes du réfectoire. Son visage s'est convulsé de tics violents, comme si tout son être s'efforçait de contenir ce vocable impie.
En réalité, la liberté qu'il s'offrait l'emplissait d'une joie féroce, et il prenait un plaisir pervers à feindre la componction. Certains des novices s'y sont laissés prendre. Ils ne savaient plus s'ils assistaient à une bouffonnerie incroyablement téméraire ou à une véritable lutte intérieure. Dans le coin de la salle, le frère correcteur a fait un pas en avant. Tout le monde a compris que les choses avaient mal tourné pour l'impudent. « Approche !» a ordonné le supérieur. Le brun s'est avancé jusqu'à la table où mangeait le gardien des âmes. C'était un homme grand et froid, les mains et le cou profondément engoncés dans son immense coule grise. Il était aussi dépourvu d'empathie que de pilosité. Glabre son crâne et ses arcades sourcilières, glabre sa peau pâle et glacée. Tout en lui faisait contraste avec le novice velu qui s'avançait vers lui, la mine basse, le regard faussement pénitent, une drôle d'ardeur dans les yeux. Le maître a fait savoir aux disciples qu'il ne l'avait pas autorisé à se mortifier plus durement que ses frères. D'un geste, il l'a prié d'ôter sa chaîne. Le brun s'est exécuté docilement, conservant toutefois l'objet du supplice entre ses deux pognes jointes. Mais cette réparation ne suffisait pas au révérend. Chacun voyait qu'il entendait faire un exemple, qu'il prenait tout son temps pour le faire. Glacial, il a sommé le jeune homme de répéter ce qu'il avait lu dans les Écritures. « Je veux foutre !» lui a beuglé le brun à la figure. « Foutre !» Et il a abattu la chaîne de toutes ses forces sur les doigts du moine, brisant plusieurs phalanges et faisant jaillir des copeaux de chair. Le visage de l'ecclésiastique est devenu cramoisi. Celui du frère correcteur s'est tordu d'une colère stupéfaite. Il ne lui a fallu qu'un instant pour se remettre de sa surprise. Sa nature violente a repris immédiatement le dessus. Il s'était lancé vers le rebelle d'un pas d'amble, pareil à un buffle à la charge. C'était un mastodonte qui devait peser au bas mot 400 livres. Le brun n'avait aucune intention de se laisser étreindre. Il a sauté sur la table et s'est mis à courir dessus, renversant les écuelles en clamant « Foutre, foutre, foutre !» battant les airs de ses deux longs bras simiesques et semant à lui seul un impensable chaos. Les auxiliaires sont accourus prêter main forte au frère correcteur, armés de badines et de fouets de cordes. Notre compagnon a vu venir le danger à temps. Pour échapper à leur nasse, il s'est précipité dans l'escalier vers les étages, toute la chiourne monastique sur les talons. Il n'a bientôt plus eu d'autre refuge que le toit. Ce matin-là, il tombait une pluie légère, si bien que seul le frère correcteur s'est risqué à poursuivre le plaisantin sur les tuiles glissantes. Encore n'osait-il le faire qu'assis à califourchon sur le fait, progressant comme une tortue, tandis que le brun de Duane, lui, courait sans peur sur le versant mouillé, insouciant du risque de chute. Parvenu au pignon, il s'est dressé face à la cour du cloître, bien campé sur ses jambes. Il a levé les poings au ciel et s'est remis à brailler son cri de guerre comme un possédé, pour tous ses frères assemblés en bas. « Je veux foutre! Je veux foutre! Des culs! Des cons! Foutre !» Et chacun de ces beuglements lui faisait oublier un peu plus les longues semaines de continence. Lorsque le frère correcteur est parvenu jusqu'à lui, l'air peu joasse, c'est à peine s'il a daigné lui prêter attention. À geste précautionneux, le maton s'est remis debout, une jambe de part et d'autre de la faîtière. Quand il s'est senti assuré sur ses pattes, il a fait claquer son redoutable fouet de cuir. Le brun a simplement étendu le bras. Il a capturé 2 lanières de sa main nue et tiré d'un coup sec. Le lourdeau a perdu l'équilibre et est parti à la glissade en hurlant d'horreur. Il couinait encore en basculant par-dessus la corniche, et jusqu'au moment où il s'est écrasé en contrebas. Sa chute a plongé le monastère dans la consternation. Le supérieur s'est mis à proférer des malédictions, petite silhouette gesticulante rivée à la terre. Il a jeté l'anathème sur le meurtrier, proclamant que sa nature traîtresse avait repris le dessus. Il était l'une de ces bêtes sauvages avec lesquelles copulent les coulevriniers, un lynx que les maléfices de Marouet la sorcière avaient doté d'une apparence humaine. Il l'a sommé de descendre se livrer à la justice. Et comme l'impudent réclamait toujours des cons à foutre et ne se souciait pas de lui donner d'autres réponses, les moines sont allés chercher les arbalètes. Le premier carreau a sifflé à quelques pouces de l'oreille droite de notre compas, rompant instantanément son euphorie. Il a su qu'il voulait vivre et sauver sa peau. Il s'est laissé glisser sur l'autre versant du toit, hors de vue de la cour, a pris appui sur la corniche et s'est jeté dans le fleuve à mourir, de toute la force de ses jambes, par-dessus les ronciers et les murs qui fermaient le monastère. Par quelque faveur des astres, ça ne lui a pas rompu les os. Un bon moment plus tard, il émergeait des eaux sur l'autre rive pour se perdre aussitôt dans la forêt. Il ne lui a pas fallu longtemps pour rejoindre les coulevriniers, auprès desquels était demeuré son cœur et sa révolte. Merci beaucoup.
À moi. Alors, on est dans le tome 3 et le bras droit du bâtard de Kosigan, du Nevia Ilavel, qui est une change-sang capable de changer d'apparence, qui a également été blessée à la jambe assez grièvement au début du tome, est chargée de fouiller les chambres des princesses Hohenstaufen dans le château pour essayer de trouver une sorcière. Et il y en a une, c'est sûr, dans l'entourage du duc de l'Herzog, puisque c'est le titre du duc. Et donc il faut qu'elle fouille les chambres une par une pour déterminer qui est la sorcière. Et là, elle va arriver chez la fille du duc, Sigrid von Köln. J'approche des pénates de Sigrid von Köln, la Benjamine des enfants de l'Herzog Dagmar. Elle n'a peut-être pas avalé son hostie ce matin à la messe, la môme, mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure, certains personnages ont un objet magique qui leur permet d'enregistrer leurs pensées, etc. Donc parfois elle s'adresse au bâtard de Kosigan. Donc elle fait son rapport mental en quelque sorte au bâtard de Kosigan. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose. J'aurais fait pareil, moi. Dévorer le corps de quelqu'un, mes parents m'ont toujours rabâché que c'était mal. A fortiori celui d'un fils de Dieu, je suppose. A fortiori s'il a clamsé, saigné à blanc sur une croix. 14 printemps seulement, la gamine. Vous savez très bien qu'il faut un bon paquet d'années pour façonner une sorcelière digne de ce nom. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est un peu court. J'y vais par acquis de conscience. Et un peu aussi par curiosité mal placée. J'ignore pourquoi, mais j'ai toujours adoré fouiner dans le linge sale des autres, surtout des damoiselles. Et n'allez pas croire ce que vous allez croire, capitaine. Simple tendance naturelle à l'indiscrétion, à peine teintée d'un chouïa de jalousie. La porte, marquetée d'élégants motifs géométriques, n'est pas gardée. Elle est fermée à clé. Une serrure pas très compliquée, je vérifie que je suis bien seul dans le corridor, des balles piques et croches, et en 10 battements de cœur, pénètre à l'intérieur. Une grande pièce, quelques braises enfouies dessous la cendre de la cheminée, une faible odeur de chaud et de fumée. J'avance, referme silencieusement derrière moi, et donne de la lumière grâce au bougeoir. Une direction, le lit, en bazar. Je souris. C'est comme si je venais de mettre la main sur un trésor caché. 3 robes, jetées en vrac sur la couette blanche et dorée, 4 paires de chaussures par terre. Autour, les coffres sont grands ouverts, débordants et mal rangés. Une odeur de fille, accompagnée d'une autre qui pique légèrement le nez, un peu à la manière du poivre, mais différente. La profusion de vêtements de brocart et de bijoux un peu partout laisse supposer que la gamine est gâtée. Des poupées de chiffon et de porcelaine, une dizaine. Elle n'est à l'évidence pas non plus entièrement sortie de l'enfance. À l'inverse des femmes mariées, les damoiselles en bouton aiment à dissimuler leurs petits secrets à l'entour immédiat de leur couche, le lieu de leur ensommeillement. Comme si clandestinité et rêve se trouvaient indéfectiblement liés. Matelas, coussins et traversins font pour elles des caches merveilleuses. Et pour les plus malignes, il ne faut pas hésiter à fureter dans les recoins, les intérieurs, les bois, et même parfois aller jusqu'à sonder quelques pierres ou lattes décelées à proximité. Jusque dans les cieux des baldaquins. Aussi précautionneusement que je le peux, je monte sur la table de chevet, me mets debout et tâte les tissus supérieurs du lit. Et voilà. Jolie planquette. Moins évidente à trouver que je ne le pensais. Cousue sur toute la largeur de la double épaisseur du drap de velours vert. Tout en haut de la structure. Il faut être agile pour grimper ici. Et de toute évidence, la poussière n'est pas faite tous les jours. Voyons un peu ce que dissimule une princesse impériale. J'ouvre de grands yeux. Des manuscrits. Petits ouvrages de cuir, in quarto, in octavo, et même in duodecimo, ainsi qu'une poignée d'objets dignes d'une certaine attention. Mazette,
Une jeune jouvencelle qui trouve intérêt à la lecture. La chose n'est pas si commune, mais au point de le cacher. Voyons cela. Toujours debout sur le meuble de nuit, j'étale les écrits sur le velours, en altitude. Il ne s'agit pas de livres pieux, ça non. Ni de Platon, ni de Virgile. Les enluminures débordent de nus, et de chevaliers à l'épée, disons, fort tendue. Roman de la rose, le songe des vies, la demoiselle qui voulait faire chanter sa lune, celle qui fut foutue et défoutue par un cerf, et je vous en passe une bonne huitaine d'autres. De quoi se faire fouetter au sang et peut-être même excommunier si la chose venait à se savoir. Il y a des... La jeune fille semble s'essayer elle-même à la prose, dirait-on. J'en parcours un brin, et cela me fait sourire. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Enfin, il la colle étroitement et l'embrasse, et lui baise sa joue douce, et sa bouche, et le sexe commence à se tendre, qu'elle échauffe et enchante, à bout d'ensorcellement psalmodié. Et dans la paume de la main, il lui plante, avili dessous tout par ses charmes, c'est la censure, hein. Obéissant à tous ses désirs. Chalaël, on n'espérait pas débusquer une petite délurée comme ça, si? Et j'interdis toute comparaison malvenue avec ma propre personne, capitaine, si vous tenez à conserver l'opportunité d'enfanter un jour. Pour ce qui concerne la sorcellerie, il n'y a rien de vraiment probant. Les différentes histoires font allusion à des influences magiques capables de forcer les chevaliers à se mettre à genoux devant les dames en réponse à leurs moindres caprices, mais cela pourrait relever de la coïncidence ou d'une simple fantaisie de jouvencelle. J'écarte un objet oblong à la fragrance féminine et attrape le plus petit des codex, le plus intéressant. À peine 1,5 pouce de longueur. Pas de titre, pas d'enluminure, de l'encre rouge sombre et un symbole runique gravé sur la tranche. Délurée, mais peut-être aussi sorcelière en définitive. Ce livre, en tout cas, est de nature à le laisser à croire. À l'intérieur, écrit à la main, des recettes de poison et de potions, des rituels malsains de soumission, des oraisons démoniaques et des prières aux forces infernales. Plus je tourne les pages, moins le doute paraît permis. La couverture, subitement, devient glacée, à me piquer les doigts. Ma gorge se serre, un désagréable frisson me parcourt l'échine et je referme l'ouvrage d'un coup. Presque, malgré moi. Le cuir paraît normal à nouveau. Je cligne des yeux. Et j'étais victime d'une hallucination. Mon imagination me jouerait-elle des tours? Je serais prête à jurer sur mes ancêtres que non. Ma main au feu que l'encre est imprégnée de sang ensorcelé et de fils de source. Quoi qu'il en soit, je n'ai guère l'intention de réitérer l'expérience. De quelle manière une fille de 14 années s'est-elle procurée de tels objets et livres impies? Une idée germe dans mon esprit. Je fais la moue et mes mains s'affairent à fouiller les manuscrits licencieux étalés à portée. Je les épluche jusqu'à tomber sur celui qui m'a fait tiquer. Voilà, voilà, là. C'est bien ce que je pensais. Son écriture paraît différente des autres. D'un geste hésitant, je me risque à ouvrir à nouveau le petit codex de sorcellerie pour comparer. Juste une page au hasard, brièvement. Le froid revient aussi sec, mais j'ai pris soin de protéger ma peau avec du tissu. Fascinant. Les deux textes ont été rédigés de la même main. Une patte féminine, sans nul doute, différente de celle de la jeune Sigrid. Il y a anguille sous roche. Je recommencerai mes petites fouilleries plus tard pour comparer les écritures de Mathilde von Hohenstaufen, la mère, et de Gisèle von Recklinghausen, la tante. En attendant, mon cœur rate amatement. Par les dieux, une clé ferraille dans la serrure. En vain, puisqu'elle est ouverte. Il faut que je me cache. Même si les bougies allumées risquent de me trahir, tant pis pour la douleur de ma jambe. Je me hisse sur le bois du faîtage, me laisse rouler sur le velours du haut du baldaquin. Par la pierre noire, c'est comme si un boucher filait ma cuisse. Le léger crissement de la porte indique que quelqu'un vient de pénétrer dans la pièce. Je retiens ma respiration. De l'endroit où je me trouve en prière pour que le tissu ne rende pas l'âme, je ne parviens pas à voir, mais j'entends. Ma bouche s'applique à inspirer aussi silencieusement qu'un poisson hors de l'eau. Cela facilite le travail de mes oreilles. Mais j'ai l'impression que le monde entier peut savoir que mon cœur est en train de battre. Une personne pas très lourde, en chaussures légères plutôt qu'en bottes. Des frôlements de vêtements à chaque pas.
Une femme, sans doute, vêtue de robe. J'hésite. S'il s'agit de l'une des sorcières, dois-je tenter d'intervenir et de l'attraper? A priori, ça n'entre pas dans mes mandats. Et de toute manière, les élancements de ma jambe m'en empêcheraient. Sans renifler, afin d'éviter le bruit, mes narines se dilatent, cherchant au fil de l'air ténu un éventuel parfum singulier. Rien. La dame ne paraît pas s'étonner des lumières. Il ne s'agit donc certainement pas de la propriétaire des lieux. Elle s'approche du lit. Livre, objets et manuscrits, tout est en vrac sur l'édredon, à l'exception du codex, dans ma main. Mélodie de papier manipulé, grommellement cristallin et indistinct, une phrase prononcée à mi-voix. Kleine Idiotin. Accompagnée d'un sourire agacé, d'un soupir agacé. La femme tourne autour du lit, le temps d'une centaine de battements de cœur. C'est long. Qu'est-ce qu'elle peut bien fiche? Malgré la curiosité, je n'ose bouger une oreille. Jusqu'à ce que, enfin, je l'entende s'éloigner. À l'instant où elle franchit la porte, je risque un œil et attrape une image de son dos. D'assez petite taille, une large capuche sombre, de belles robes moirées entre brun et noir. L'herzogin Mathilde von Hohenstaufen et sa belle-sœur Giselle von Recklinghausen sont plus grandes. Peut-être votre nouvelle amie, la sorcelière Willistein. Je n'ai pas pu voir ses cheveux, je n'ai donc aucune certitude. Je compte jusqu'à 100, histoire de ne prendre aucun risque. Le temps également que mes douleurs s'apaisent. À cause de la grimpette, mon mal de jambe semble avoir décuplé, comme si on m'avait cloué 2 aiguilles à travers le fémur. Je finis par redescendre, serrant les dents. Désolé, capitaine, mais l'effort a achevé ma cuisse. Il va falloir me mettre au repos, cette fois. Voilà. Un grand merci.